Et bonjour tout le monde, c'est Hughes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de la série Serial Murder. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui avait l'air sympathique, un homme très intelligent, de plus de 2 mètres, 2,05 m. Aujourd'hui, Edmund Kemper. On va essayer de décrire la plupart de ses meurtres. On va d'abord commencer par le début de sa vie. Par son enfance, il a connu une enfance difficile, vous allez voir. Alors, il est né en 1948, dans une famille de 4 enfants qui comptait déjà 3 filles. Il aura 3 grandes sœurs plus âgées. Le mariage de ses parents sombra définitivement en 1957. Son père, c'était un géant comme lui, 2,05 m pour être précis. Il s'avéra vraiment être trop gentil. Même avec son fils, même avec ses enfants, il n'avait aucune autorité sur personne. Sa mère, par contre, elle, c'était une alcoolique, dominatrice, très autoritaire, qui n'aimait pas Edmund Kemper. Alors elle adorait ses filles, mais Ed Kemper, elle ne l'aimait pas du tout, donc elle n'aimait pas son fils. Et le jour où son père quitta la maison, sa mère l'obligea à vivre dans la cave. Et tous les soirs, il était terrifié par la pièce sombre, sans fenêtre, souvent renié par sa mère et martyrisé par ses sœurs. Son état mental se dégradait de jour en jour. Alors il s'en prenait également à des animaux, il les torturait, il avait notamment décapité le chat de la famille. Les tueurs en série, ça commence par des animaux. Renié par sa mère, ses sœurs, elles, essayaient de le tuer. La plus jeune sœur avait tenté de le pousser sous un train. Réellement, c'est après de nombreuses fugues, à l'âge de 15 ans, le jour de Noël précisément, il emprunta la voiture de sa mère sans lui demander la permission bien sûr, puis monta dans un bus qu'il conduisit à Los Angeles pour rejoindre son père qui accepta de l'héberger un moment. Et c'est durant ses vacances en 1963 que son père va l'envoyer vivre chez ses grands-parents. C'était une grande ferme dans un petit village californien. La situation vraiment chez ses grands-parents était tendue, mais elle restait acceptable. En fait, Edmund Kemper y trouvait toujours quelque chose à faire. Il aimait promener le chien ou chasser avec le fusil calibre 22 que lui avait offert son grand-père. Il se servait de l'arme pour tirer sur des animaux. Mais en fait, lui, Edmund Kemper, il trouvait vraiment que sa grand-mère le harcelait et que son grand-père était ennuyant. Tout comme sa mère, sa grand-mère, Maud Kemper, trouvait toujours quelque chose à lui reprocher, ou à redire. Plus le temps passait, et plus ces fantasmes violents refirent leur apparition. Ces fantasmes visaient sa grand-mère. Il s'imaginait en train de lui tirer dessus. Il la visait souvent avec son fusil sans qu'elle ne s'en rende compte, et pensait à ce qu'il ressentirait s'il la tuait. Un jour, elle remarqua son geste, qui devenait de plus en plus fréquent. Elle prit alors le pistolet calibre 45 de son époux, de peur qu'il tombe entre les mains de son petit-fils. Sa grand-mère était cependant de plus en plus autoritaire et continuait de le rabaisser. Alors c'est en août 1964. Il s'assit un moment à la table avec sa grand-mère qui était en train d'écrire un livre pour enfants. Relevant les yeux, elle remarqua qu'Edmund la dévisageait agressivement, comme il l'avait déjà fait auparavant. Furieuse, elle lui demanda d'arrêter immédiatement. Et malgré sa colère, Edmund se leva sans répondre et alla chercher son fusil, en disant qu'il allait tuer quelques taupes. Mais Kemper fit demi-tour silencieusement, l'observa sur le pas de la porte. Elle lui tournait le dos, il leva son fusil, visa la tête, comme s'il voulait encore une fois imaginer la sensation de lui tirer dessus, mais cette fois-ci, il tira. Elle s'effondra sur la table, tandis qu'il tira encore, 2 fois précisément, la touchant dans le dos. Il retourna à l'intérieur de la maison pour éviter que le sang ne coule partout dans la cuisine. Il enveloppa la tête de sa grand-mère dans une serviette, puis traîna le corps jusqu'à sa chambre. Lorsque son grand-père revient à la ferme, le soir, il l'abat également d'une balle dans la nuque, en disant qu'il ne voulait pas qu'il affronte la mort de sa femme. Paniqué et désemparé, il téléphone alors à sa mère qui lui ordonne de se livrer aux autorités. Arrêté, il avoue les 2 meurtres, en disant avoir abattu sa grand-mère pour voir ce que ça faisait, et son grand-père pour ne pas qu'il affronte cette situation. Mineur au moment des faits, il va être présenté à un juge pour enfants qui mandata un psychiatre dont le rapport fut sans appel. Il va immédiatement être diagnostiqué schizophrène paranoïde et jugé irresponsable de ses actes, ce qui est faux. À ce moment-là, Edmund Kemper n'est absolument pas schizophrène paranoïde, il est parfaitement conscient. C'est plutôt un psychopathe, on va dire, et c'est également à l'âge de 15 ans qu'il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital d'Atascadero. Alors dans cet hôpital, il va rencontrer des gens vraiment bizarres qui, eux, pour le coup, étaient véritablement atteints. Lui, il était très intelligent, il deviendra très rapidement l'ami du personnel, mais lors de cet enfermement, il discuta avec de nombreux assassins et violeurs en série, en apprenant un peu plus chaque jour sur le meurtre. À l'âge de 20 ans, 5 ans plus tard, il fut relâché. Il avait alors loupé de nombreuses choses. Les hippies,
Les femmes des années 60, le rock. Il refaisait surface dans un monde trop grand, un monde peuplé de femmes, hein, bien sûr, qu'il aimait regarder dans la rue. Contre l'avis des médecins, il fut finalement renvoyé chez sa mère. Après avoir raté son admission à l'école de police, il va s'installer dans un appartement où sa mère lui téléphona régulièrement pour continuer de le critiquer. Il s'acheta ensuite une voiture, plusieurs couteaux et diverses armes à feu, ce qui allait rapidement devenir des objets indispensables à sa série de meurtres. Il va parcourir les routes de Californie et accepter de transporter de nombreuses femmes, des autostoppeuses. Durant 1 an, il en transporta ainsi environ 150, sans passer à l'acte. Mais le dimanche 7 mai 1972, il se décida. Il prit en stop 2 jeunes étudiantes qui voulaient rejoindre l'université. En les questionnant, il comprit rapidement qu'elles ne connaissaient pas la région. Au lieu de se diriger au sud, il les conduisit vers l'intérieur des terres, en prenant la direction de l'est. Arrivé près d'une forêt, il sortit soudainement son pistolet caché sous son siège et le pointa sur elle. Il s'arrêta et enferma la première dans le coffre de sa voiture. Il menotta la deuxième et la fit s'allonger sur le ventre. Il mit ensuite un sac plastique sur la tête de la fille qui était sortie et tenta de l'étrangler avec la cordelette d'une robe de chambre. Mais en fait, la jeune fille perça le sachet avec ses dents. Frustré, il sortit alors son couteau et la frappa à plusieurs reprises. Mais elle ne mourait pas et continuait de se débattre. Il la poignarda de nouveau alors qu'elle essayait encore de le dissuader. C'est son premier meurtre sur une jeune autostoppeuse, il va en étrangler plusieurs par la suite. Elle se laisse pas faire et il va être vraiment très stupéfait. Et ne sachant plus quoi faire, il lui coupa finalement la gorge. Il s'assit à l'avant, puis se leva afin de revenir tuer Anita Lucchese. Il la poignarda, elle aussi. Elle se débattait, hurlait, resta debout un moment pour lui mordre les doigts. Kemper s'affola et la frappa à la poitrine et au cou jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il la décapita alors et la mit dans le coffre de sa voiture, puis remonta à l'intérieur en poussant le corps de l'autre fille sur la banquette arrière. Il rentra chez lui, déshabilla et photographia les corps. Il finit par les démembrer et aura des relations sexuelles avec certaines parties. Il va aussi se servir des têtes décapitées pour se faire des fellations. Finalement, il plaça les dépouilles dans des sacs poubelles qu'il enterra dans une zone boisée. Le 14 septembre de la même année, l'année 1972, il va recommencer, il va récidiver. Il va prendre en stop sa plus jeune victime, âgée de 15 ans, c'est Eiko Koo, une fille d'origine coréenne qui faisait du stop pour se rendre à son cours de danse. Alors n'ayant pas l'habitude de faire du stop, elle avait accepté l'offre de Kemper qui paraissait à la fois grand et sympathique. Une fois dans la voiture, Kemper sortit son pistolet, un 357 Magnum, quitta l'autoroute et conduisit jusqu'aux montagnes surplombant la ville. Alors au début, Kemper il faisait croire qu'il était dépressif et qu'il avait simplement besoin de parler. Dira qu'il voulait utiliser son pistolet contre lui pour se suicider, mais c'était faux. Il va se garer dans un endroit isolé, il attacha Eiko, tandis qu'elle se débattait de toutes ses forces, elle finit même par perdre connaissance. Il la sortit ensuite de la voiture, l'allongea sur le sol et la viola pour finalement l'étrangler avec sa propre écharpe. Il enveloppa son corps dans un drap et l'enferma dans son coffre. De retour chez lui, il la démembra, lui coupa la tête et les mains. 2 jours plus tard, il rendit visite à 2 psychiatres pour tenter de les convaincre d'effacer son casier judiciaire. Sur la route, il jeta des morceaux du corps d'Eiko dans les montagnes. Ce jour-là, il impressionna les experts par son tempérament et son intelligence. L'un d'eux déclarera même « Edmund Emil Kemper n'est plus une menace, ni pour lui-même, ni pour les autres ». Je rappelle quand même que la tête de sa victime était encore dans le coffre au moment où l'expert psychiatre a prononcé cette phrase, quand même. Fin novembre, le tribunal confirma l'avis des 2 experts et Kemper retrouva un casier judiciaire parfaitement vierge. Donc le meurtre de ses 2 grands-parents n'y figurait plus. En janvier 1973, il perdit son travail et retourna vivre chez sa mère, où les disputes reprirent de plus belle. Le 8 janvier 1973, près du domicile de sa mère, il prit en stop Cynthia Schall, une étudiante de 18 ans qu'il assassina d'une balle dans la tête. Il eut des relations sexuelles avec le corps avant de le démembrer et de le placer dans des sacs poubelles qu'il alla jeter dans la nature. Dans la nuit du 5 février 1973, les meurtres reprirent. Il sortit de Santa Cruz avec les corps décapités dans son coffre de 2 nouvelles victimes, Rosalind Thorpe et Alice Liu, et alla rendre visite à un ami. Il mangea puis alla au cinéma. Vers 2 h du matin, jeta les corps décapités près d'un canyon. Il continua jusqu'à Pacifica où il abandonna les têtes et les mains. À ce moment-là, il commençait vraiment à sombrer. Et 1 mois après ce double meurtre, il allait tuer sa mère alors qu'elle dormait.
Kemper se rendit dans la chambre de sa mère, où il lui défonça le crâne avec un marteau pour finalement l'égorger. Il décapita le corps et préleva le larynx qu'il jeta dans le vide ordure. Il plaça la tête de sa mère sur la cheminée et s'en servit comme d'une cible en jouant aux fléchettes. À chaque fois qu'il tirait, il insultait la tête décapitée en lui hurlant dessus. Il aura également des rapports nécrophiles avec l'intérieur du cadavre avant de s'acharner dessus. Le jour suivant, il décida d'expliquer l'absence de sa mère par un départ en vacances avec une amie. Il appela donc Sarah Hallett, la meilleure amie de sa mère, pour l'inviter à dîner. Lorsque cette dernière se présenta, Kemper l'assomma et l'étrangla. Le lendemain, il quitta la ville dans la voiture de sa victime et conduisit durant des heures vers l'est de Sacramento, ne s'arrêtant que pour reprendre de l'essence, des sodas ou des pilules énergétiques contre le sommeil. C'est finalement après 17 heures de conduite qu'il va être arrêté au Colorado. Mais attention, il va pas être arrêté pour ses 8 meurtres, non. Il va être arrêté pour avoir dépassé les limitations de vitesse. Mais il resta calme, le policier le laissa partir après qu'il ait payé sa contravention. Au final, épuisé et tremblant après plus de 30 heures de route, il s'arrêta dans le Colorado. Il avait allumé la radio, mais tout le long du chemin, personne n'avait parlé du meurtre de sa mère ou de son ami. Il ne savait pas en fait s'il devait être déçu ou soulagé. Il était partagé entre la peur, donc la peur d'être appréhendé, et la frustration. Il était un petit peu déçu car personne ne semblait s'intéresser à lui. À bout de nerfs, il appela la police de Santa Cruz, où plusieurs officiers de police le connaissaient. Il avoua les meurtres qu'il avait commis, mais dut d'abord convaincre la police que ce n'était pas un canular, et dut rappeler 3 fois. Kemper avoua alors en détail ses 8 meurtres, et conduisit les enquêteurs sur les lieux où il s'était débarrassé des corps. Sa confession fut enregistrée, et Kemper offrit une confession incroyablement explicite et détaillée de ses crimes. Son procès va alors s'ouvrir le 25 octobre 1973. Un psychiatre mandaté par l'accusation estima que Kemper n'était pas fou, mais sociopathe, parfaitement responsable de ses actes, obsédé par le sexe féminin et la violence du meurtre. Le 8 novembre 1973, après 3 semaines de procès, le jury mit 5 heures à déclarer Kemper coupable de 8 assassinats et le condamna à la détention à perpétuité. Aujourd'hui, Edmund Kemper, toujours en vie, continue de collaborer avec les spécialistes et affirme ne plus avoir envie de tuer depuis la mort de sa mère. Son mobile majeur était la haine de sa mère. Il avait alors tué des filles qui lui faisaient penser à elle. Donc c'était Hughes pour cet épisode numéro 18 sur Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz. Je vous dis, cet épisode m'a demandé du mal. Je le trouve fascinant, mais je le trouve vraiment effrayant. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres serial killers. D'ici là, portez-vous bien, c'était Hughes. Ciao tout le monde.